je vous souhaite la bienvenue dans cette université, dans cette faculté de droit spécifiquement, qui est un bel endroit pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis surtout ravi pour cette première journée de mise en place du campus des métiers et des qualifications excellence autour de santé, bien vieillir et autonomie. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque j'ai porté depuis maintenant plusieurs années ce campus, pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que les campus des métiers et des qualifications, ce sont des dispositifs exceptionnels. Ça va depuis le lycée, et puis même d'ailleurs en amont, jusqu'à Bac plus 5, etc. Donc c'est des dispositifs qui permettent vraiment de créer une dynamique et une attractivité sur des métiers qui ne sont pas immédiatement, en tout cas pour le métier autour de l'autonomie, bien vieillir et finalement ce qui est l'espace aujourd'hui du vieillissement et de la prévention également de la dépendance. Ce ne sont pas immédiatement des métiers vus positifs dans l'imaginaire de jeunes collégiens. On a pu voir récemment qu'un collégienne très poliment a dit que quand même à partir de 50 ans c'était des grands vieillards quand même. On a été poli, mais en fait c'est pour dire voilà concrètement ce que ça veut dire pour des plus jeunes. Et donc derrière, comment concrètement on peut aussi dégager, et ça c'est important, de sortir des silos, c'est-à-dire pour ces métiers qui sont parfois des métiers, et il y a eu un article récent très très bien fait dans le journal Le Monde sur ces métiers très peu qualifiés, où on met des personnels souvent en précarité face à des personnes en situation aussi extrêmement fragile. Et c'est deux mondes qui se rencontrent, et j'en parle d'autant plus que je suis concerné par cela, par un beau-fils qui est dépendant très fortement de ces aides, et c'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué. Et derrière, on voit qu'il y a besoin, à un moment donné, de créer une sortie autour de l'attractivité, de donner à ces professions de la formation. Et au-delà de la formation, alors évidemment, ça touche beaucoup de métiers, mais ça sera l'occasion d'en débattre. Autour de ces métiers, c'est aussi derrière de ne pas rester dans un rail. Et ça, c'est extrêmement important. On est dans un système français qui veut décloisonner, et ça c'est important de décloisonner. Je pense qu'on est extrêmement aussi poussé par nos tutelles, par l'ensemble des acteurs politiques aussi, la région, pour décloisonner tous ces métiers, pour faire que des plus jeunes, ou la formation continue, puissent à un moment donné circuler dans des espaces où ils vont pouvoir se former et continuer à se former. Et continuer à se former, c'est aussi l'ascenseur républicain. C'est l'ascenseur vers de la recherche, mais surtout aussi de la compréhension de la formation. Aujourd'hui, et on l'a vu parce qu'on a eu la chance d'avoir 3 recteurs qui sont venus pour voir un peu comment se passaient les choses en termes concrets, en particulier sur Chériou, au Vitry, où il y a l'installation progressive du campus. Puis on a vu qu'il y avait cette demande autour d'objets complexes, qui sont ceux par exemple, de situation de monter un malade, de faire éventuellement rééduquer une personne en difficulté, soit après un accident, soit parce qu'elle a perdu ses muscles. Vous savez que perdre ses muscles, c'est un point extrêmement fort pour le pronostic des personnes âgées. Et donc, il y a des dispositifs maintenant qui sont des dispositifs compliqués pour aider quelqu'un à marcher, le faire ses muscles, etc. Des objets connectés, des situations où il faut utiliser comment remplir un réfrigérateur, des choses extrêmement pratiques, comment on ne se brûle pas, beaucoup d'ergonomie, comment on ne se brûle pas avec une plaque de cuisson, etc. Enfin, lorsqu'on a des troubles cognitifs, tous ces éléments-là, vous les connaissez. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tous ces métiers-là, tout ça, ça crée aussi derrière... aussi une économie, ça crée de la formation, ça crée de la formation continue, aujourd'hui avec des dispositifs parfois d'approche moderne, virtuelle souvent, et qui aussi sont aussi des éléments d'attractivité. Et dans tous les campus de métiers, je remercie particulièrement bien sûr Ajar que vous allez voir qui l'a fait de ce campus, mais aussi Amilcar Bernardino qui est avec moi et sur ce sujet vice-président des partenariats sur ce sujet depuis longtemps,
On avait d'ailleurs un clin d'œil à la région. À un moment donné, on était arrivé, c'était une élection il y a quelques années, ma première élection, et puis on est allé voir la région. On avait dit on va monter les campus des métiers, et puis ils ne connaissaient pas beaucoup parce que qu'est-ce qu'on venait faire avec les campus des métiers à ce stade-là. Et finalement, on a eu des interlocuteurs extrêmement réactifs, et puis les choses sont faites. De campus des métiers, réussite également à France 2030, et aujourd'hui, voilà, l'environnement qui est un environnement, je dirais, de confiance, et on va vous montrer que vous avez eu raison de nous faire confiance. Alors, j'en dirai pas plus, je suis vraiment ravi que la région Île-de-France soit avec nous. Je remercie beaucoup la région Île-de-France, c'est vraiment plus que des soutiens, je dirais, c'est du dur pour nous par rapport à plein de sujets qui sont pas seulement le grand âge, mais également toute l'approche de la précarité étudiante. Alors, on a été aidé vraiment à hauteur vraiment de ce qu'on voulait et ce qu'on demandait au niveau des universités par la région. Mais là, on est vraiment sur un sujet d'accompagnement autour de ce campus des métiers magnifique. Farida Alanis, merci de ta présence. Si tu peux venir, voilà. Inaugurer, moi c'est un mot de bienvenue. Hein. Inaugurer, merci à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir. Merci Jean-Luc de me donner l'opportunité de m'exprimer ici devant vous, dans cette université que je connais bien, puisque j'ai l'habitude de venir. La dernière fois que je suis venue ici, c'était pour distribuer des denrées alimentaires aux étudiants, un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on est là aussi aujourd'hui pour parler du bien vieillir, mais on est là, en tout cas la région accompagne les franciliens dans toutes les étapes de la vie, et c'est vraiment un plaisir de revenir dans cette université. Alors, je vais d'abord saluer la rectrice qui, je crois, est en route, Madame Julie Benetti, te saluer chaleureusement, cher Jean-Louis. Vous saluez, mesdames et messieurs, les professeurs d'université, les personnels soignants, les responsables de formation, les acteurs territoriaux, mesdames et messieurs, les partenaires. Je suis ravie d'introduire ces premières rencontres du campus des métiers et des qualifications d'excellence. Alors, on m'a dit, voilà, c'est une introduction avec pour titre « Santé, autonomie, bien vieillir », tout un programme. Elles ouvrent des échanges qui seront, j'en doute pas, passionnants, riches et en enseignement sur des sujets et des enjeux majeurs pour les pouvoirs publics. Alors, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Mais avant de vous les donner, c'est vraiment... j'ai voulu aussi exprimer les questions que nous, on s'est posées, mais que je suis sûre vous êtes posées tous dans la salle. Comment attirer des compétences vers les métiers exigeants liés au grand âge? Comment retenir dans la durée les talents pour répondre à des besoins massifs face à ce qu'on appelle le choc du vieillissement qui concerne notre pays comme beaucoup de ses voisins européens? Alors, les chiffres. Alors, vous savez, l'INSEE nous donne un certain nombre de chiffres, comme de nous dire que le nombre de personnes de 75 à 80 ans devrait augmenter de 49%, 75 à 84 ans, 49% d'ici 2030. Que dans la décennie suivante, entre 2030 et 2040, c'est la population des plus de 85 ans qui devrait connaître une explosion de 50%. Notre région particulièrement concernée, avec des projections qui laissent entrevoir une hausse de 62% des 75 ans et plus d'ici 2040. Alors, on a aussi regardé des chiffres pour faire un focus sur l'Île-de-France. On a un organisme associé qui s'appelle l'ORS, qui est financé par la région à parité égale avec l'Agence régionale de santé d'ailleurs, et qui nous indique que d'ici 2030, on comptera en chiffres, d'ici 2030, 15 700 franciliens âgés dépendants supplémentaires à domicile. 15 700 franciliens d'ici 2030, donc dans les 6 années à venir.
et qu'on en aura 9200 en institution. C'est donc un défi de les accompagner. Un défi de les accompagner aussi dans de bonnes conditions. Je suis, avec la présidente de région, Valérie Pécresse, particulièrement attachée à ce que nous soyons présents et capables de relever ce défi qui est un défi majeur. Vous connaissez tous ici donc ces chiffres et les enjeux que représentent donc ces métiers. Quand je vous donne des chiffres sur 2030, à 6 ans, c'est donc qu'on doit anticiper, qu'on doit être en capacité de pouvoir accompagner ce vieillissement de la population. Donc bien vieillir à domicile bien sûr, et aussi accompagner ce qu'on appelle la silver economy du grand âge. Alors dans ce contexte, c'est vrai que la vocation de campus des métiers et de qualification, c'est de fédérer. Et c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi venir introduire, parce que on a plusieurs acteurs. On a la rectrice, on a les partenaires, on a les universitaires, on a les instituts de formation sanitaire et sociale, on a, par le biais de la rectrice aussi, les lycées, enfin tous les partenaires, les CFA, et toutes celles et ceux qui sont accompagnés dans cette volonté d'agir. La région a porté en 2020, avec le rectorat et l'UPEC d'ailleurs, ce projet des CMQ, ce qu'on appelle le campus des métiers, sur ces thématiques d'avenir. Alors, il a rejoint la famille des campus des métiers et qualifications qui s'élargit depuis 10 ans, puisqu'on a 7 campus actifs, et on en aura 2 qui devraient être labellisés prochainement, et 4 qui sont en projet. La vocation de ces campus, étroitement associés aux universités, est de contribuer à l'essor de filières prioritaires et de répondre, et on ne le dit pas assez, aux besoins en emploi et aux compétences. Leur force, c'est de proposer les passerelles, des synergies entre formations, de s'inscrire dans une démarche de recherche et d'innovation et de constituer autour d'eux tout un écosystème qui facilite cette insertion. Alors, c'est d'ailleurs la force de l'UPEC d'innover, d'apporter à ce CMQ un ancrage territorial, et je sais que vous êtes innovant en la matière, puisqu'on a déjà eu des innovations dans cette université. Et je vais donner un exemple, c'est eh bien, les passerelles que vous avez créées pour les étudiants en médecine qui peuvent intégrer la 2e année en école, en institut de formation sanitaire et sociale, études d'infirmiers. Et donc c'est une innovation puisqu'ils basculent directement en 2e année quand ils ont échoué pour être dans le classement de kiné, pharmacien ou sage-femme. Ça permet d'avoir eh bien aussi une cohorte, et pour en avoir échangé avec vous et aussi avec les porteurs qui les accueillent en stage, eh bien c'est des très très bons profils. Donc on a des belles innovations et surtout des belles réussites dans cette université. Je voudrais aussi saluer le professeur Marie Laurent. Je ne sais pas où est le professeur, voilà, Marie Laurent, puisque je sais que vous faites en sorte de donner de la consistance aussi scientifique à cette réflexion du bien vieillir. Donc vous saluez particulièrement, et aussi, puisque vous êtes PUPH en gériatrie à Henri Mondor. Et donc merci pour le travail que vous accomplissez pour donner un cap aussi sur les prochaines années. La région consacre chaque année plus d'1 million d'euros à ce modèle innovant. 1 million d'euros pour ces CMQ, et c'est donc eh bien, un financement très important pour accompagner ces innovations. Nous les accompagnons également en investissement. Alors là, c'est dans le cadre du CPER avec l'État, et c'est le cas, par exemple, de ce CMQ qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la santé, autonomie et bien vieillir, pour lequel un projet ambitieux de réhabilitation sur le domaine de Chériou est prévu et qui permettra son déploiement sur de nouveaux espaces de formation et d'innovation. Je profite de parler du CPER et donc du lien avec l'État pour saluer la rectrice qui nous a donc rejoint. Donc la région y participe à hauteur de 8,5 millions d'euros aux côtés de l'État et de l'UPEC. Cet investissement, c'est le signe de l'engagement de la région
Île-de-France dans le champ de la formation et d'excellence pour répondre aux besoins en emploi de notre territoire d'aujourd'hui et demain. Il marque aussi son engagement pour l'innovation, vous l'avez bien compris, qui se traduit aussi et dans une évolution normale. C'est la formation, mais aussi le soutien de la région aux projets portés par eh bien, les TPE, les PME, les start-up qui sont impliqués dans la silver economy et que d'ailleurs nous soutenons financièrement avec des dispositifs financiers qui sont très importants. Notre engagement pour la formation porte tout particulièrement sur les formations sanitaires et sociales dont, comme vous le savez, le pilotage est assuré par la région. Et c'est aussi pour ça que je suis là, puisque je pilote politiquement toutes les formations sanitaires et sociales. Ça représente un budget de 300 millions d'euros et je le pilote depuis décembre 2015. C'est dire aussi l'évolution de cette filière qui s'est malheureusement très fortement dégradée au regard du contexte aussi j'ai envie de dire, hospitalier au regard de l'écosystème qui a fait que eh bien, la région forme plus, certes, mais il y a des conséquences qui sont inhérentes à aussi ce qui se passe dans les structurations de stages, à savoir eh bien, beaucoup d'abandons, et je pourrais y revenir après dans mon propos. Alors, donc la région pilote les formations sanitaires et sociales. C'est des métiers qui conduisent eh bien, à des métiers qui ont du sens. Et ça représente 10% des actifs franciliens et une part qui est en augmentation. Quand je vous dis qu'il y a une augmentation du vieillissement, forcément, il y a aussi une augmentation des besoins. Ces métiers, ce qu'on appelle les métiers du care, en forte dynamique, sont stratégiques parce qu'ils répondent, au-delà du vieillissement de la population, à des besoins qui sont comme les besoins de la petite enfance ou les besoins du handicap ou d'autres domaines pour lesquels la région est fortement mobilisée. Sur les 300 millions, c'est à peu près 30 formations que nous portons. C'est kinésithérapeute, manipulateur radio, sage-femme, infirmière, soignante, etc. Donc 30 éducateurs spécialisés et donc je ne voudrais pas faire une sélection ou une gradation, mais voilà, c'est 30 métiers. Donc 300 millions d'euros, c'est 179 centres de formation avec des bourses, une augmentation des bourses et une augmentation de 30% sur des critères sociaux pour les élèves et les étudiants de ces filières. C'est un budget qui est en augmentation ces dernières années pour accompagner eh bien, les créations de places dans le cadre du Ségur. Alors je vous disais qu'il y avait une augmentation de places, ne serait-ce que pour les infirmiers, c'est à peu près 1200 places depuis 2020, une augmentation de 1200 places en première année, donc imaginez sur les 3 ans. Et on a également une augmentation de 400 places, pour vous donner des chiffres, d'aides-soignantes qui seront donc financées par les régions d'ici 2025. Alors, vous dire aussi que les échanges des rencontres de ce jour, elles font écho aussi à des priorités que nous avons réaffirmées dans notre schéma. En mars dernier, on a voté le schéma des formations sanitaires et sociales qui donne un cap sur les prochaines années sur comment on voit ces métiers. Et je dois le dire, puisque comme je vous le dis, je suis vice-présidente en charge de la santé depuis 2015, je dois vous le dire que on a bouleversé tous les codes. Lors du premier mandat, on avait l'ARS qui nous disait qu'il y avait trop d'infirmiers. Ça a été on avait cet écho de l'ARS qui à chaque fois nous disait pas besoin de financer plus, puisque c'est la région qui finance les formations, notamment les formations initiales, mais d'autres, et on pourra en parler. Mais on nous a dit il y a trop d'infirmiers. Quand on a vu la crise sanitaire en 2020, eh bien on a vu qu'en réalité, non seulement il y a eu un abandon massif de ces formations, mais également paradoxalement un intérêt. Mais quand les infirmiers s'inscrivaient dans ces formations, eh bien à côté de ça, il y avait un abandon en cours de route. Et malheureusement, eh bien on a vu, eh bien vous avez tous regardé, lu les journaux, allumé votre télé, 30%
d'abandon, grosso modo. Et là, une infirmière, bien là, sa durée de vie, on va dire, hein, c'est 10 ans. 10 ans et ensuite elle fait autre chose. Non pas qu'elle est, y a pas une, elle n'est pas périssable, mais c'est qu'au bout de 10 ans, elle en a ras-le-bol et elle fait autre chose. Et c'est ces métiers qui sont des métiers qui ont du sens. Alors nous, on forme, certes on forme plus, je vous ai dit, 1200, mais et bien maintenant on dit stop. On voudrait former mieux. Stop. Et tout ne tient pas compte, enfin c'est pas que la région qui porte le poids de cette formation. D'abord, on n'est pas décisionnaire sur le référentiel des formations. Voilà. Nous, on finance les professeurs, le fonctionnement, le chauffage, l'électricité, les encadrants, mais le référentiel, ça n'est pas nous. Quand on les forme, on met ce qu'il faut en termes de simulation, dans l'investissement, on fait en sorte d'augmenter les bourses, les critères de bourse, c'est des millions d'euros là-dessus, très bien, mais ensuite on apprend qu'ils abandonnent, ces étudiants abandonnent parce que ça s'est mal passé en stage. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est un constat, c'est les syndicats étudiants infirmiers, c'est les syndicats qu'on le rencontre régulièrement qui nous disent quand ils démissionnent, c'est que ça se passe mal en stage. Donc vous comprenez bien que quand on me dit bien il va y avoir le schéma des formations sanitaires et sociales version numéro 2, en tout cas sous la mandature de Valérie Pécresse, eh bien on dit stop. L'ARS, très bien, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a trop d'infirmiers. Donc on a largement concerté avec les rectorats, avec les partenaires institutionnels, avec les syndicats, vraiment les ordres de médecins, infirmiers, kinés, enfin bref, on a ratissé très très large et on a demandé les besoins. Donc les besoins sont importants, mais on a aussi, évidemment, je parle du sanitaire, mais bien sûr, il faut aussi avoir en tête qu'on a besoin aussi dans le social. Quand on parle du bien vieillir, c'est aussi dans les EHPAD, c'est aussi accompagnement à domicile. Et donc, on a besoin de former plus. Et nous, maintenant, eh bien, on dit former plus, former mieux. Donc, on forme plus, certes, mais on veut et on demande à former mieux. Alors, on met tout le monde autour de la table et on leur donne les chiffres. Et on dit, écoutez, très bien, on vote un schéma des formations sanitaires et sociales et on demande à ce que toutes les parties prenantes soient dans le tour de table et puissent aussi être conscients de parfois les incohérences des décisions politiques. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une augmentation des demandes. C'est vrai que la crise sanitaire a fait qu'il y a eu une impulsion de demandes sur Parcoursup, notamment, Madame la rectrice, où effectivement il y a eu des demandes d'inscription, donc on a une explosion des demandes. Cette explosion des demandes, eh bien, elle se fait, vous savez très bien, avec un algorithme que la région ne maîtrise absolument pas, et donc on doit travailler ensemble pour éviter d'avoir dans les instructions de dossier eh bien, des étudiants qui soient trop éloignés de leur domicile, parce qu'aujourd'hui on nous dit que c'est pour les soignants, je dis bien les soignants. Tout à l'heure, en aparté, on parlait avec monsieur Dubois-Randé et il me disait, Madame la rectrice, elle y va. Voilà. Donc elle y va, c'est très bien si Madame la rectrice, elle a le tempérament pour faire avancer et surtout un petit peu dépoussiérer ce qu'on a connu et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que moi, j'ai, par exemple, une infirmière, je suis élue en Seine-Saint-Denis, une infirmière qui habite en Seine-Saint-Denis, qu'on envoie au fin fond de la Seine-et-Marne, ça ne fonctionne pas. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, je reçois des mails où on me dit, non, faut faire autrement. Ça ne fonctionne pas aussi quand les infirmiers qui travaillent en plein cœur de Paris mettent 3 heures, enfin les soignants en général mettent 3 heures de temps de transport, c'est le temps moyen que les soignants mettent par jour pour aller travailler. Quand vous savez que les hôpitaux principalement sont centrés à Paris, certains veulent travailler dans les hôpitaux de la PHP, c'est très cher le loyer, comme vous le savez, à l'intérieur de Paris, donc ils habitent à l'extérieur.
Et donc c'est 3 heures de transport, donc pareil, ça ne fonctionne pas sur la durée, ça ne fonctionne pas, c'est le burn-out, c'est les retards, comme aujourd'hui c'est évidemment des absences, j'imagine. Donc il faut qu'on travaille plus en cohérence, plus main dans la main, plus dans la concertation pour former plus. La région dit oui, on veut former plus. Mais ces étudiants, on veut les garder. Ces étudiants, d'ailleurs moi, quand j'ai eu des directrices devant moi et des étudiants, j'ai parlé de bienveillance. Je parle de bienveillance et n'ayons pas peur des mots, parce que c'est des métiers qui sont pénibles. Il y a une pénibilité dans le travail sur le long terme, et donc on doit tenir compte de cette pénibilité. Alors la région sera présente sur les salons avec son agence Oriane, et on veut diversifier les parcours et les métiers, et les centres de formation comme les employeurs vont se mobiliser. On a décidé de faire des portes ouvertes, en tout cas de les multiplier, qui seront organisées par la région de fin janvier à mi-mars, pour faire connaître ces métiers et répondre aux questions des futurs candidats. Alors on souhaite également attirer vers ces formations de nouveaux profils. Les nouveaux profils, c'est aussi une étudiante en droit qui finalement ne veut pas, pas choisi, enfin choisi, mais finalement ça ne lui plaît pas. Et bien pourquoi pas bien qu'elle s'inscrive dans les métiers du soin, ou avec des cursus plus atypiques ou plus attractifs pour des personnes qui s'engagent dans une réorientation de leur carrière. On a eu des ingénieurs aussi, on a eu des gens qui étaient vraiment très éloignés du soin et qui, à un moment donné, font appel à nous pour être financés. Et d'ailleurs, on a comme ça des profils d'étudiants qui passent les concours et qui ensuite rentrent dans des métiers, des métiers qui sont financés par la région. C'est la raison pour laquelle on a assoupli des critères de prise en charge des formations pour les demandeurs d'emploi. Avant, on avait 6 mois. C'était une base de 6 mois. Vous êtes à Pôle emploi pendant 6 mois et ensuite vous pouvez prétendre à une formation financée par la région. Aujourd'hui, ce critère, Madame la rectrice, on l'a complètement on a allégé. Et donc, dès lors qu'on a des métiers qui sont en tension, financés par la région, qui sont sur Pôle emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, eh bien, on les financera. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec Pôle emploi sur ces formations. Donc, relayer, c'est aussi l'occasion pour nous, dans ces forums, dans ces salons, de faire connaître aussi tous les dispositifs de la région et pour leur dire que qui s'inscrivent, la région financera leur formation. C'est des formations sur 1 an ou parfois plus, avec des sommes non négligeables sur à peu près 9 000 € par an. Alors, on voudrait aussi proposer des modèles un peu différents, innovants. J'en ai parlé à Amélie Verdier, la DG de l'ARS, on en a parlé au ministre. Alors, je suis navrée que M. Rousseau ne soit plus ministre de la Santé, puisque j'avais un lien, puisqu'il a été DG de l'ARS, ensuite ministre de la Santé, donc il connaissait très très bien ces sujets. Et c'est vrai qu'il était très attentif et à l'écoute des sujets sur des formations un peu atypiques, et notamment des formations en cours du soir, Madame la rectrice. Alors, c'est pas vous qui décidez ça, hein, mais je vous le dis, j'en ai parlé aux 2 ministres qui étaient très à l'écoute. Alors, 2 ministres qui malheureusement ne sont plus là, Agnès Firmin-Lebaudot. Donc, il va falloir que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'y retourne, hein, c'est pas grave. La pédagogie, c'est la répétition. Alors, on va répéter ce qui est important pour recruter plus, former plus, et évidemment garder les personnes que l'on forme. Alors, pour lutter aussi contre le décrochage scolaire, ces décrochages, on a mis en place des formations, parce qu'on a vu qu'avec les années, on me disait, il y avait des classes. Moi, je forme j'ai plus de 170 instituts, et dans certaines formations, Madame la rectrice, j'ai des salles qui ne sont pas, qui sont à moitié vides, ou à moitié pleines, ça dépend comment on va le présenter. En tout cas, je vais dire à moitié vide parce que je voudrais les remplir.
Et donc il y a une instruction pour les accueillir. Et malheureusement, cette instruction, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, soit on dit que le niveau baisse, ce que moi, je ne peux pas entendre, parce que demain, c'est des personnes qui vont nous soigner, nous. On parle du grand âge, alors on est jeune, mais dans quelques années, on va être confronté à ce personnel-là, parce qu'on aura décidé de diminuer l'effort comment dire, d'instruction et une barrière qui sera plus basse, et ça je ne peux pas m'y résoudre. Soit on se dit, eh bien on va les accompagner, et si ces personnes-là n'ont pas les fondamentaux, alors que c'est des bons professionnels, eh bien on a mis à peu près 300 000 euros, une enveloppe budgétaire pour les accompagner en mode tutorat. Voilà, comme vous faites dans les établissements scolaires, eh bien on les accompagne aussi sur les calculs de dose, 0,1 millilitre quand on est diabétique, c'est pas 1 millilitre, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc à un moment donné, sur les calculs de dose, sur aussi des fondamentaux, on veut les accompagner. Et ça, c'est le budget consacré qui est mobilisé, d'ailleurs qui est de 400 000 euros, je viens de vous dire une bêtise, pour du soutien académique, de la méthodologie aux élèves et aux étudiants qui s'engagent parfois vers ces cursus via Parcoursup, mais qui n'ont pas forcément les prérequis académiques suffisants. Alors la région poursuit également son très fort soutien à la modernisation des centres. C'est une action volontariste, c'est 90 millions d'euros au total qu'on a mobilisé, 60 millions d'euros sur 2 années, et sur la dernière année, c'est 30 millions d'euros en plus avec un partenariat avec l'État dans le cadre du CPER. Et c'est aussi expliquer à l'État que vous voulez plus d'infirmiers, vous voulez plus de soignants, très bien, mais mettez-y aussi les moyens. Nous avons la responsabilité de ces formations, la région, je parle sur le fonctionnement. Personne n'a donné l'investissement à la région Île-de-France, quels que soient les gouvernements, alors là tout le monde en prend pour son grade, mais personne n'a pris la responsabilité. Nous avons obtenu de l'État une introduction, même si elle est on peut dire qu'elle est un peu minime, dans le CPER, de trois programmes d'intégration des instituts de formation qui seront financés et par l'État et par la région. Alors on continuera au-delà de cet investissement dans la rénovation des bâtiments pour offrir évidemment des conditions d'études attractives. Je n'ai pas attendu le CPER pour mettre plus d'1,5 million d'euros pour de l'innovation pédagogique. Je pense notamment aux salles de simulation, ce qui permet aussi ces outils numériques et pédagogiques, notamment les salles de simulation, d'intégrer des étudiants en médecine, par exemple, avec des étudiants, des soignants, des futurs infirmiers, et puis de ne pas découvrir, par exemple, un arrêt cardiaque en salle de soins, mais de l'avoir travaillé en amont, dans une salle de simulation. Vous comprenez tous l'intérêt de ces salles de simulation. Je vous parlais de pénibilité, de ces formations, et il faut le dire, alors qu'on parle beaucoup d'égalité hommes-femmes, c'est quand même des formations où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et c'est des métiers qui attirent plus de femmes et qui sont reconnus pénibles. Donc on doit aussi ensemble réfléchir à un modèle qui permettra de diminuer cette pénibilité, puisque c'est des métiers exigeants qui demandent une relation d'aide, qui demandent une écoute, qui demandent aussi une écoute, mais d'être soi-même en bonne forme physique et psychologique. Alors que vous avez bien vu que pendant la crise sanitaire, ça a été très compliqué aussi pour les soignants. Ça a été très compliqué de voir des morts tous les jours et des burn-out qui ont explosé pendant cette période. Je ne voudrais pas être trop longue, même si je l'ai été, Monsieur Dubois-Rondet, mais pour une fois que je viens depuis longtemps, j'en profite. Je voudrais juste vous dire que nous comptons sur ce CMQ, Centre d'excellence de recherche et d'innovation, pour identifier les leviers, pour rendre demain ces formations et métiers liés au grand âge plus attractifs. C'est bien le sens de notre volonté politique, qu'ils attirent plus de monde, pour qu'on attire plus, qu'on forme plus,
qu'on garde et qu'on forme mieux, et donc pour qu'on contribue aux conditions du bien vieillir dans notre pays. Et comme on est quand même au mois de janvier, donc je vais vous dire évidemment tout l'espoir que j'ai pour cette nouvelle année, et vous faire eh bien une confidence une confidence, mais en réalité une confidence de ce que j'ai pu entendre, à savoir que la vieillesse, c'est pas une défaite, c'est loin d'être une défaite, c'est même une victoire sur le temps. Et vous dire que quand on parle de vieillesse, alors on parle aussi de sagesse, et on ne peut pas s'empêcher de vieillir, ça c'est clair. Personne ici dans la salle peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Alors très belle et heureuse année à toutes celles et ceux qui sont dans cette salle, à tous vos proches, et particulièrement à nos petites têtes grises. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Adlani. Je suis Régis Declosé, je suis le journaliste qui va animer cette journée. Et pour clore ce temps d'introduction, merci pour ce discours et la ferveur que vous y mettez, qui vient en plus de ça. Vous connaissez bien ces métiers aussi, puisque vous en venez aussi, donc vous portez ça avec les tripes, si on peut le dire. Un dernier petit mot d'introduction avec vous, Madame Benty, on vous retrouvera après sur la table ronde, mais je vous laisse rejoindre pour peut-être un petit mot d'introduction de cette journée, en complément de Madame Adlani et Monsieur Dubois-Vendée. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de participer à cet événement de lancement de notre campus des métiers et des qualifications d'excellence. Très heureuse finalement que ce bel événement viennent valoriser ce partenariat que je crois à la fois naturel et indispensable entre nous tous, au service de nos élèves, au service de nos jeunes, au service de tous les adultes qui souhaitent se former et se diriger vers ces métiers aussi essentiels qui sont les métiers du sanitaire, du social, de l'accompagnement de nos personnes âgées pour cultiver cette autonomie qui est absolument essentielle, le bien vieillir, le mieux vieillir. Je ne veux évidemment pas déflorer les différents thèmes que nous allons évoquer pendant cette table ronde, mais néanmoins, simplement, je voudrais me permettre d'exprimer un motif de fierté aujourd'hui. C'est que ce campus des métiers et des qualifications, campus d'excellence, est né dans notre Académie de Créteil. Et que ce campus, aujourd'hui, va essaimer pour prendre une dimension régionale, parce que les besoins en compétences, en formation, évidemment, sont des besoins nationaux, régionaux, et nous avons besoin de porter cet effort pour qu'il puisse profiter à l'ensemble du territoire de la région Île-de-France. Et donc je suis particulièrement fière que cette pépite cristolienne puisse justement profiter à l'ensemble du territoire régional et que nous ayons fait école, une fois de plus, si je puis dire, et que par ce partenariat vivant, vibrant, et dont je suis convaincue qu'il pourra encore être amplifié et prolongé, nous puissions répondre à sans doute l'un des principaux enjeux de notre société, qui est de pouvoir prendre en charge à la fois l'allongement de la durée de la vie, l'allongement de l'espérance de vie, mais veiller à ce que cet allongement de la durée de l'espérance de vie s'accompagne justement d'un mieux vieillir. Et je crois qu'il y a aussi là des enjeux de solidarité entre les générations. Il y a également des enjeux de cohésion nationale. Il y a des enjeux de lutte contre les inégalités de toutes sortes, socio-économiques, territoriales. Et c'est évidemment pleinement le rôle de l'éducation nationale, en lien étroit avec l'ensemble des acteurs, avec l'université, avec la région, avec l'ensemble des professionnels. C'est évidemment notre rôle que de pouvoir répondre présent et que ce campus des métiers et des qualifications soit finalement
ce lieu, ce cadre d'échange où nous nous apportons les uns aux autres, convaincus évidemment que c'est par le concours de nos forces collectives que nous pourrons répondre à cet enjeu tout à fait essentiel, à la fois d'ordre éducatif, social, économique et sociétal. Voilà vraiment pour quelques mots d'introduction. Je ne serai pas plus longue avant que nous puissions ouvrir cette table ronde. Merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir à la table puisque vous y restez. Madame Alani, on vous remercie très fort. On peut un petit mot encore, oui. Oui, non. Si vous devez nous quitter, peut-être, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous observiez au sujet du taux d'abandon important dans les IFSI et même au-delà, une fois que nos infirmiers et infirmières, je prends toujours soin de citer les infirmiers, parce qu'à force de nous-mêmes viser que les infirmières, on entérine le fait qu'il y aurait là un métier par nature féminin. Évidemment, il n'y a aucun métier qui soit par nature féminin et masculin, et nous devons également faire venir vers les métiers d'infirmiers, d'assistants de service social, vers les métiers d'auxiliaires de puériculture, d'aides-soignants, les hommes comme les femmes. Et je crois que c'est vraiment très important qu'on puisse porter ce discours ensemble, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir sans doute dans le cadre de la table ronde. Les métiers du soin pâtissent souvent en fait d'un déficit d'image et de représentation auprès de nos jeunes, et donc je crois que c'est très important qu'il faut qu'on puisse montrer ces métiers pour ce qu'ils sont, ouverts à la fois aux hommes et aux femmes. Et donc vous avez rappelé, et il est vrai, ce taux d'abandon dans les IFSI, et même au-delà, lorsque les étudiants sont diplômés, le fait que pour beaucoup ils ne restent pas dans ce domaine d'activité. Pour ce qui concerne donc l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, et pour ce qui concerne plus spécifiquement la plateforme Parcoursup, vous savez que l'une des novations justement de cette nouvelle édition de la plateforme Parcoursup, c'est qu'elle permet de mettre en relation des élèves de terminale qui se projettent dans des études d'infirmiers, de les mettre en relation justement avec des directeurs d'IFSI, également avec des professionnels, de manière à ce qu'ils puissent échanger pour tordre le cou à un certain nombre de représentations, mais également avoir une vue bien plus fine, précise, réelle de ce qu'implique le métier d'infirmier. Et vous en avez rappelé à la fois toutes les suggestions, toutes les servitudes, mais en même temps, je dirais, tout ce qui fait le caractère formidable de ce métier, qui est d'abord un métier tourné vers l'autre. Donc c'est une première innovation de la plateforme Parcoursup. Et puis par ailleurs, il y a un questionnaire d'auto-évaluation qui va être proposé à l'ensemble des élèves de terminale qui se tournent donc vers cette formation en IFSI, de manière à ce que ce questionnaire d'auto-évaluation leur permette de vérifier si en effet ces études qu'ils peuvent tantôt fantasmer, idéaliser ou au contraire dont ils peuvent avoir une représentation dépréciée, et bien qu'ils aient un retour, une fois encore, sur les attendus et les exigences de cette très belle formation. J'en parle alors par exemple un peu d'émotion, parce que il se trouve que je suis fille d'infirmière et fille d'assistante de service social. Vous voyez, elle a exercé les deux métiers, et c'est vous dire vraiment l'attention particulière que j'ai pour ces métiers, parce que je crois que ce sont des métiers qui sont au cœur de notre société. Ce sont des métiers qui font le lien entre les personnes, entre les générations, et qui permettent justement cette cohésion fondamentale qui nous manque souvent. Voilà, c'est pour quelques éléments de réponse, mais j'espère qu'on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. Alors, avant de laisser la parole à Alix Delacôte, qui est présente et directrice sur le volet formation sanitaire et sociale, enseignement supérieur, recherche, qui va avoir la lourde tâche de me représenter, n'est-ce pas, qu'il fera très bien, j'en suis sûre. Je voudrais juste vous dire que d'abord, je m'excuse de ne pas être présente à cette table ronde. Il y a tant de choses à dire, mais sur un sujet qui, effectivement, nous concerne tous, à savoir quel levier pour renforcer l'attractivité. C'est tout l'objet de mon propos liminaire. Quel levier? Alors moi qui suis, je suis élue en Seine-Saint-Denis,
Et là, quand on parle des tables, enfin, des ouvertures de ces écoles, c'est aussi impliquer toutes celles et ceux qui, à un moment donné, peuvent être concernés. Je le dis avec, on va dire, de manière très pratique. Je suis maman de 5 enfants et en ce moment, il y a des choix, des stages de 3e pour le mois de février. Vous voyez, février, alors certains le font en mars, mais il y a le stage de 3e. Et c'est vrai que collectivement, on doit aussi réfléchir, parce que quand on ouvre les portes de ces instituts de formation, ça peut être bien aussi de mettre tous les partenaires, bien sûr les établissements scolaires, les lycées, mais en amont, c'est-à-dire anticiper aussi en amont tous ces métiers pour celles et ceux qui veulent s'engager dans les métiers du soin et pas attendre le dernier, malheureusement, et je suis la première, en face de ces réalités-là, que ces jeunes, parfois, souvent même, ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans un avenir un peu lointain. Et donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Comme ça, je donne une idée sur la question des stages de 3e, qui peuvent être, ça peut être un levier, voilà. Mais vous dire aussi qu'il y a tous les structures qui existent dans une ville, c'est-à-dire le PIGE, le Point Formation Jeunesse, on a la mission locale, on a tous les services qui sont en lien aussi avec la mairie qui peuvent accueillir du public pour donner à voir ces métiers qui sont extrêmement pourvoyeurs, avec une employabilité certaine. Et votre mère est un exemple, assistante sociale, infirmière, elle a bénéficié de ces perspectives. Et malheureusement, ces jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément de perspectives en se disant je vais faire ça pendant 30 ans, c'est pas ce que je veux, mais en fait leur expliquer que c'est peut-être une première marche et des perspectives de carrière, d'évolution de carrière, d'évolution donc salariale. Et puis, je pense que c'est aussi important. Alors je le dis aussi parce que je suis concernée, je suis toujours en poste à l'hôpital tous les mardis, vous voyez, donc je sais de quoi je parle, et parce que je suis aussi confrontée à ces étudiants qui parfois, aujourd'hui on a des étudiants qui ne veulent pas prendre de poste, par exemple, qui ne veulent pas s'inscrire dans je prends un poste dans un établissement, je préfère faire des vacations, de l'intérim. C'est tout le modèle en fait qui est en train d'être repensé, et d'où l'intérêt pour nous ensemble de faire en sorte de maîtriser aussi à la base ce choix de carrière pour ensuite avoir un échange. C'est vrai que cet échange il est essentiel. J'en ai parlé avec les directrices et directeurs d'instituts de formation, où avant, alors on va dire avant, déjà je suis comme ma mère, mais bon, avant, il y avait ce concours. Alors je dis pas que le concours était une bonne chose, parce qu'il y avait cette volonté, cette démarche de se dire je veux m'inscrire, je veux faire ce métier. Il n'y a plus ce concours, donc maintenant c'est sur Parcoursup. Donc il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. Voilà, c'est vraiment ça. Si on doit réfléchir ensemble, comment on arrive à sélectionner les bons profils. Et cette expérimentation qu'on a fait avec M. Dubois-Randé ici à l'UPEC, de permettre, vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé en introduction, c'est qu'à un moment donné, tout le monde ne réussit pas médecine. Et donc, celles et ceux qui échouent et qui ne sont pas dans le quota où ils auront une formation ou médecin ou pharmacien ou kiné ou sage-femme, eh bien il ne faut pas qu'on les laisse sur le carreau, mais pour autant c'est des bons profils. Et ces métiers, ces personnes-là, eh bien, on a identifié un certain nombre de profils sur la base du volontariat bien sûr, où on les passe directement en 2e année. Et ces profils-là, je le répète, ce sont des excellents infirmiers. Parce qu'il y a aussi une démarche volontaire. Donc cette démarche volontaire, il faut qu'on arrive à la mûrir, même à la fructifier pour recruter plus et encore une fois, former plus, former mieux. Voilà, merci Madame la rectrice, merci à toutes et à tous.